Je veux juste rappeler une chose, c'est que la France est un pays atypique en Europe. Atypique, c'est-à-dire n'ayant pas de restaurateurs dans les institutions muséales, tout le travail que vous voyez sur la définition de ces documents qui aident à la conservation, et même dans les normes, on s'en est aperçu dans les normes, on a des discours un peu différents entre différents partenaires d'un musée, même si la conservation préventive est partagée. Et il faut bien comprendre que la France est un peu différent. Hein, c'est pas la norme. La norme, elle est en dehors de la France. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir soulevé quand même. Je suis là, c'est Grazia qui parle. Effectivement, mais on lutte, hein. Je te dis, on lutte, on va y arriver. Puisque, effectivement, et je pense que de vouloir être atypique, tu sais, à un moment, tu disais, est-ce que la France va réussir à faire justement un condition report qui est standardisé, hein. Et justement, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit oui, mais ici c'est trop compliqué, on n'y arrivera pas, c'est juste des gens qui veulent pas avancer. Et donc c'est justement en essayant de normaliser les choses qu'on va réussir à avancer. Ça n'empêche pas d'avoir des exceptions qui seront traitées en tant qu'exceptions. Voilà. Et après, je voulais juste une petite remarque, hein. Vous parliez des réserves justement qui sont un peu à l'abandon avec ce système d'emploi de l'outil Réorg avec l'implication du personnel de musée. Il faut savoir que maintenant, dans la nouvelle norme terminologie générale de la conservation-restauration, on a fait rentrer un terme, hein, ça va être bientôt soumis à enquête, qui est identification du bien culturel. Donc à partir du moment effectivement où par le personnel interne, il y a une identification. Alors moi, je ne vais pas parler de valeur, je vais parler plutôt de statut, de bien culturel. C'est un départ. Et je pense que aussi, comment dire, au niveau des ressources internes de musée, je pense qu'ils traitent souvent les objets comme on le traite et qu'il y a tout ce travail justement auprès du personnel de musée qui est hyper important, que vous avez souligné. Je vais rajouter une chose, la standardisation, c'est très utile pour aller vite. L'administration crée ses propres instruments pour s'auto-alimenter. Donc elle finit par créer des documents à l'infini qui s'auto-alimentent, on ne sait plus pourquoi. Et ça, c'est vraiment dramatique. Quand vous avez à lire, moi je m'occupe de lire donc tous les facilities des objets que l'on prête et toutes les conditions générales de prêt. Quelque chose qui n'est pas introduit encore et sur lequel on est en train de travailler, c'est les conditions spécifiques de prêt, qui vont remplacer en fait le formulaire de prêt. Mais le formulaire de prêt reste pour les propriétaires privés, qui n'ont pas de conditions générales de prêt. D'accord ? Donc là, il y a un travail à faire avec tous ces documents pour simplifier et aller vite et savoir exactement dans quel paragraphe on va trouver la chose la plus importante. Et ça, quand vous avez à lire, vous cherchez, vous perdez un temps fou. En plus, c'est toujours en langue étrangère. Enfin, je ne veux pas dire que le facility américain et l'anglais vont rester. C'est clair, ils vont rester. Le Spanish ne va pas tout... Non, c'est pour l'Espagne, le Spanish. Hein. Le reste, ça va rester comme ça. Mais enfin, ça serait intelligent de travailler pour arrêter de faire perdre du temps aux régisseurs, aux responsables de conservation préventive, qui doivent chercher dans 3 départements différents, quelquefois, la même information et qui n'est pas dans le bon ordre. Alors ça, vraiment, pour optimiser le travail dans l'administration publique, c'est plus qu'utile. Enfin, je pense que c'est l'argument numéro 1, gagner du temps. Après, le reste... Il n'y a pas de normes. Non, sur les normes, ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur les normes. Hein. Enfin, il y en a des bonnes et il y en a des pas bonnes. Hein. Ça dépend des groupes de travail. Il y a des groupes de travail qui étaient bons, ils ont des bonnes normes. Ceux qui n'étaient pas bons, ils n'ont pas de bonnes normes. Donc, ouais, enfin, c'est pas... non, il n'y a pas de normes. Non, mais quand vous voyez la norme qui a été faite, je ne sais pas, qu'il n'y a personne là-dedans qui a travaillé sur le constat d'état. C'est très, très, très médiocre. Non, je vais le dire, c'est très, très médiocre parce que alors, on pourrait penser, s'il y avait des dérivés derrière, ouais, tu as travaillé là-dessus ? Bon, eh ben, moi, je trouve que, par exemple, on vient de voir que dans les documents de prêt,
il y a l'état de conservation de l'œuvre en transit. Enfin, je ne sais pas comment on va l'appeler parce que c'est pas la même que l'état de conservation. Alors, il y a quelque chose de très très bon quand même. J'ai commencé par le mauvais, mais je vais dire ce qui est bon. C'est-à-dire que c'est dommage qu'il n'y ait pas une liste on fait un constat d'état en fonction d'une situation. D'accord ? Donc là, il y a un constat d'état où tout le monde le prend au premier degré comme étant la norme, puisque c'est une norme. Or, il y a des dérivés, elle a des enfants, suivant l'objectif que l'on poursuit. Si on va dans une salle des ventes pour acheter un tableau, on peut faire un constat d'état. Et quand une œuvre part en transit, on fait un constat d'état. Mais ce n'est pas le même. D'accord ? Et c'est là où je trouve qu'il manque à la fin, mais les normes, c'est révisable, il manque un peu une liste de toutes les possibilités de constat d'état pour dire « Attention, n'utilisez pas ça comme le constat d'état standard. C'est une base, il faut au moins ces critères-là, mais il faut bien expliquer qu'il y a plein d'autres choses qu'il faut rajouter suivant l'objectif. Mais par contre, ça, ce n'est pas écrit dans la norme. Alors, je trouve ça dommage. Voilà. Mais ne me demandez pas... Il y a d'autres normes, hein, on peut en parler. Même la nôtre, moi j'ai participé en une, je n'étais pas d'accord avec 100%. Jamais personne n'est d'accord avec le résultat de la norme. Donc évidemment, ça fait des... Ouais, c'est un point de départ. Mais effectivement, on ne peut que penser les réviser. Si on laisse passer plus de 10 ans, c'est grave. C'est grave. Moi, je vous dis, les conditions de prêt, il y avait une recommandation du ministère de la Culture en Espagne, elle était de 2003. On est en 2017. Et ça n'avait pas été... Donc en fait, tout le monde fait ce qu'il veut, quoi. Voilà. Chaque musée... Et alors, il y a des facilities qui ressemblent à un facility, mais qui ne sont pas un facility. C'est comme le Canada Dry. C'est-à-dire, les questions absolument absurdes, où on ne sait pas quoi répondre, tellement ça ressemble, mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la bonne question. Et en fait, la manière de travailler, je crois, hein, ma petite expérience là-dedans, c'est quand vous avez à faire un rapport sur un facility, parce que nous, on nous oblige de l'écrire, pour être sûr qu'on l'a lu. Et donc, vous mettez, parce qu'en fait, les condition report, il y a des gens qui lisent jamais, et les facility non plus. Mais ça on pourrait en parler, des grands musées, on n'a pas besoin d'envoyer un facility, parce qu'on sait que, enfin, vous enlevez au Prado un facility, c'est ridicule, non ? C'est ridicule, vous n'allez même pas lire, je ne lis même pas le résultat. Par contre, les dangers, c'est avec les petits musées, quoi. Mais là, vous rendez très vite compte que où les gens comprennent les questions, ils ne comprennent pas les questions. Hein, voilà. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, donc c'est quand vous avez à faire l'évaluation d'un facility que vous commencez à voir quelles sont les questions qui sont pertinentes. Enfin, écrire des questions, c'est facile. Hein. Les Anglais, les Américains, ils ont fait 372 questions. Ça, c'est pas un problème, faire des questions. Ce qui est difficile, c'est de choisir les questions qui sont utiles comme un filtre de prévention. Et là, je vous conseille de travailler à l'envers, de ne pas travailler sur les questions, mais de travailler sur le résultat. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez écrire à votre directeur pour dire « ils sont bien, allez-y, on prête ». Et alors, vous commencez par la première question, et c'est la critique que je fais à l'UKIC, c'est le personnel. Parce que ça s'appelle Facility Report. Et Facility, c'est installation. Donc nous, on l'appelait comment, je ne sais plus, mais on l'a appelé quelque chose comme installation et ressources, à la fois techniques et humaines. Parce que le facteur humain, dans une exposition, c'est quand même fondamental. Voilà. Or, on prête à des banques, on prête à des mairies, on ne prête pas qu'à des musées. Hein. Donc, il n'y a pas que du travail, il n'y a pas des régisseurs partout. Hein. Voilà. Donc, ces documents, voilà. Ouais, il faut laisser la place aux questions. Je voudrais rebondir un peu, Alain Godonneau, je parle de derrière, sur la question des normes. Et hier, nous avons eu une journée sur la formation. Et je crois que les formations doivent être suffisamment conscientes et partagées, et que les responsables de formation devraient communiquer au maximum pour que dans les curriculums, la question des normes soit abordée à minima, parce que la norme maximum, ça n'existe pas. Je le dis d'autant plus que, ayant eu l'expérience de formation, d'avoir monté des formations pendant des années, et nous partions du constat d'état dans les différents pays et les différents musées que nous avions à gérer sur l'ensemble du continent africain.
Et il se fait que ce que je suis obligé d'appeler le désordre français se retrouve très facilement dans les musées des anciens pays colonisés. Et le MAO de l'époque avait ses normes, sa fiche de documentation, l'a implanté parce qu'il y a un conservateur du MAO qui est passé. Après, le musée de l'homme est passé par là, a lancé autre chose, et puis ainsi de suite. Le musée des arts et traditions populaires était repassé, a lancé autre chose. Donc, on a des bouts de chaque chose, de ce qui était des normes dans l'institution, et on ne va jamais au terme de la pratique. Donc, vous avez un ensemble de documents, de fiches diverses et variées, de différentes époques, et les petites équipes de musées, parce que c'est quand même de petites équipes, il est rare d'avoir de grandes équipes, il y a quelques pays qui ont de grandes équipes, mais les petites équipes de musées n'arrivent pas à s'y retrouver. Donc, ce que nous avons fait dans nos formations à l'École du patrimoine africain, c'est d'analyser toute cette documentation, toute cette tentative de normes, et les enseignants, évidemment avec ceux qui nous avaient formés, les Denis, les Gaël de Quichin, etc., et moi-même qui suis devenu après formateur, de définir un minimum et qui pouvait s'adapter dans toutes les conditions. Et néanmoins, je constate aujourd'hui encore quelques retours en arrière parce que l'ancienne puissance coloniale continue d'envoyer des experts dans certains pays et qui refont leur nom à eux. Alors, si on ne règle pas ces questions au niveau des formations en France, en Europe et dans les grands pays, les petits pays, de différentes façons, sont soumis à différentes choses et le conseil que je leur donne, c'est de s'autonomiser tout simplement. Donc, cette question de normes, elle est importante, mais j'ai constaté qu'elle mettait aussi beaucoup en retard un certain nombre de pays.